Elle est formée d'un épithélium cylindrique dans lequel on reconnaît des cellules ciliées, que vous voyez ici. Donc un épithélium cylindrique unicellulaire, enfin, avec des cellules ciliées, des cellules sécrétantes, que vous voyez ici, et des cellules basales, comme vous en avez une ici. Alors, les cils tubaires vont permettre la progression de l'embryon à l'intérieur de la trompe, mais vont permettre également aux spermatozoïdes de se fixer momentanément dans leur progression vers la trompe à l'épithélium tubaire et vont ainsi réaliser ce que l'on appelle une réserve de spermatozoïdes, un sperme réservoir, qui est une entité physiologique, qui n'est pas une entité anatomique, mais qui est le fait que les spermatozoïdes se fixent momentanément sur les cils des cellules ciliées de l'épithélium tubaire. Les cellules sécrétrices ont des microvillosités à leur pôle apical. Elles ont des sécrétions importantes, aqueuses. Le chorion est riche en cellules, en vaisseaux sanguins, en lymphatique. Il ne contient pas de glandes à l'intérieur. De notre muqueuse tubaire. Vous avez ici une photo de ce qu'on appelle le sperme réservoir. Vous avez donc les cellules sécrétrices avec les microvillosités. Vous voyez ici, sur cette microscopie à balayage, les cellules sécrétrices avec les petites microvillosités. Et là, vous avez des spermatos qui sont dans les cellules ciliées et qui sont fixés dans les cellules ciliées ici. On pense qu'ils attendent que l'ovule arrive, progressent en tout état de cause dans la trompe. Ils sont libérés secondairement et, entre autres, l'interaction qu'ils ont avec l'épithélium apical des cellules, avec les cils, leur permet de rester fonctionnels plus longtemps dans la cavité, dans les trompes, de manière à féconder l'ovocyte. Alors, l'utérus lui-même, donc c'est un organe musculaire, creux, impair, médian. Alors, il est antéversé, antéfléchi dans sa position normale. C'est-à-dire que antéversé, c'est-à-dire qu'il est antérieur, il est antéfléchi, c'est-à-dire que là on le voit de face, donc on le voit de face, mais si on le voyait de profil, il y a un angle entre le col et le corps. Parce qu'ils nous ont laissé une... Voilà. Ça, c'est le col qui est comme ça. Là, c'est le corps qui est là. Et le tout est antéfléchi en avant, c'est-à-dire repose sur l'utérus. L'utérus repose sur la vessie. C'est la raison pour laquelle, par exemple, quand on veut faire des transferts embryonnaires, ou quand on veut même aller ponctionner les ovaires, c'est assez intéressant, et on demande aux femmes d'avoir la vessie pleine, parce que ça a comme avantage d'horizontaliser et d'aligner l'utérus. C'est notamment pour les transferts embryonnaires, c'est extrêmement important, parce que sinon, il y a cette angulation à prendre. Donc, on va lui reconnaître un col utérin, qui est la partie basale, un isthme, et le corps utérin lui-même.
Donc, il a une musculaire extrêmement importante, qui s'appelle le myomètre, qui est organisé en 3 couches. Une couche interne longitudinale, une couche externe également longitudinale, et entre les deux, une couche musculaire plexiforme, importante. Alors, au cours de la grossesse, il va y avoir un développement considérable de cette musculeuse. Mais fait essentiel, elle est hormonosensible. Hormonosensible. La progestérone est l'hormone qui garde quiescent cette musculaire. Mais au moment de l'accouchement, il va y avoir apparition de communication intercellulaire importante entre toutes ces cellules musculaires. Vous savez qu'il y a des contractions pour l'accouchement? Vous savez ça, hein? L'existence de ces de ces communications intercellulaires va permettre une contraction en masse de l'utérus. Ça ne va pas se contracter en haut sur la corne gauche et après sur la corne droite, une contraction en masse qui est due à l'existence de ces communications intercellulaires dans le myomètre. Donc le myomètre, extrêmement important. Le myomètre est recouvert en dehors par le péritoine que l'on a vu. Fait important, il est en train de causer. Fait important, vous avez probablement entendu la télévision hier soir, ou la presse récemment, il y a une dame de 60 ans qui vient d'avoir des quadruplés, je crois, en Allemagne, un truc comme ça. Si l'âge de la femme est un facteur dramatique pour la qualité de ses ovules, ce n'est pas le cas de l'utérus. Une femme de 60 ans, vous mettez un embryon, bien évidemment, il va falloir qu'il y ait une phase proliférative pour qu'il y ait un endomètre qui soit prolifératif, qu'il y ait de la progestérone pour qu'il y ait un endomètre qui soit sécrétoire et réceptif. Mais si vous donnez des hormones à une femme qui n'a plus de cycle, manifestement à 60 ans elle n'a plus de cycle, mais si vous voulez donner des hormones dans la bonne séquence, donc de l'estradiol dans un premier temps, puis de la progestérone avec de l'estradiol, l'utérus va être fonctionnel. La meilleure preuve, cette dame était enceinte à 60 ans, bien évidemment pas avec ses propres ovocytes, bien évidemment, mais avec des ovocytes de donneuses, une femme jeune, qui ont été fécondées et qui ont été mises en place. Donc cette femme a probablement dû recevoir un traitement substitutif hormonal, fait d'œstradiol dans un premier temps et d'œstradiol de progestérone dans un deuxième temps, et puis la grossesse a débuté. Maintenant, vous savez qu'on lui a donné de la progestérone pendant un certain temps, elle est en train de causer, voilà. On lui a donné de la progestérone et que dans un deuxième temps, l'unité fœto-placentaire a assuré la sécrétion de progestérone, puisque bien évidemment, cette dame n'avait pas de corps jaune, hein, puisque ce n'est pas elle qui a ovulé. Alors, voilà les 3 couches musculaires qui sont par ailleurs hormonosensibles, comme je viens de vous le dire. Alors, on vous cite, il y a des tumeurs bénignes qui sont assez fréquentes, qui sont des fibromes, on appelle les fibromes, qui sont développés à partir des cellules musculaires lisses du tissu conjonctif et du tissu conjonctif fibreux. Alors, ces fibromes peuvent avoir plusieurs situations. Vous avez fait des fibromes sous-séreux, intra ou sous-muqueux. La situation de ces fibromes, bon, c'est une espèce de petite boule. Ça ne dégénère jamais, ce n'est pas un cancer, ça ne donne jamais de cancer.
S'ils sont sous-séreux comme celui-là, c'est relativement facile. On lit le pied du fibrome, puis on l'élimine. Hein. Facile et gênant, s'il fait des douleurs, etc. S'il est intramural, c'est plus gênant, mais c'est clair qu'on ira moins le titiller. Mais s'il est sous-muqueux, comme celui-ci, là, il est vraiment embêtant. Enfin, il est embêtant si la femme veut devenir enceinte, c'est clair. Hein. Si elle ne veut pas devenir enceinte, alors il n'a rien à cirer, mais sauf si ça lui fait mal. Mais si, bien évidemment, il modifie considérablement l'endomètre à proximité de... s'il y a un fibrome sous-muqueux, la muqueuse en regard du fibrome n'est pas vascularisée comme il le faut, donc c'est un des facteurs d'infertilité. Donc celui-là, on peut l'enlever facilement s'il gêne, s'il fait mal, s'il comprime, par exemple, les intestins. Celui-ci, il sera très ennuyeux si la femme veut devenir enceinte. Et celui-ci, il va être ennuyeux aussi, mais grosso modo, moins facilement opérable et puis moins directement ennuyeux. Par contre, comme il va y avoir un dérèglement de la muqueuse en regard, souvent il va y avoir des métrorragies, c'est-à-dire des hémorragies qui vont être un petit peu dispersées dans le cycle, pas forcément au moment des règles, mais il va y avoir donc des fibromes comme ça. L'endomètre, extrêmement important. L'endomètre. Donc l'endomètre est une muqueuse qui tapisse la cavité intérieure de l'utérus. C'est un épithélium cylindrique simple qu'il recouvre, fait de cellules ciliées, de cellules sécrétantes et de cellules basales, comme on a vu tout à l'heure dans la trompe. Mais il y a un chorion extrêmement important, riche en cellules, avec une matrice extracellulaire qui est riche en glycosaminoglycanes, qui va être donc appuyée sur la couche musculaire la plus profonde, sur le myomètre, ici, et qui a une particularité importante, c'est qu'il y a des invaginations de l'épithélium de surface qui va créer des glandes tubulaires droites donc avec ce stroma extrêmement dense et abondant, épais. Au cours de la phase proliférative, sous l'effet de l'œstradiol, il va y avoir une prolifération extrêmement importante, donc avec des mitoses extrêmement nombreuses dans l'épithélium et dans le stroma. C'est ce qu'on appelle la phase proliférative. Donc on partait d'une muqueuse extrêmement abrasée, puisque les règles viennent d'avoir lieu, donc avec nécrose, évacuation, il y a simplement la partie basale qui est restée, la partie basale des glandes. Il va y avoir une prolifération de ce stroma, avec un accroissement en épaisseur extrêmement important, la présence de ces glandes qui sont tubulaires droites à l'intérieur. Les vascularisations, les vaisseaux vont venir du myomètre, vont être des petites artérioles rectilignes à l'intérieur de ce stroma,